Si ton squat stagne depuis des mois ou que tu cherches simplement à progresser sur ce mouvement, tu es au bon endroit. Et spoiler, pour ça, pas besoin de recopier la technique des meilleurs athlètes du monde. Alors aujourd'hui, je vais essayer de t'amener à la réflexion, de savoir si la technique que tu emploies sur ton squat aujourd'hui est adaptée à toi. Et je vais essayer également d'expliquer les facteurs que l'on peut ajuster pour améliorer son squat. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que la totalité des informations que je vais délivrer dans cette vidéo n'est que le fruit de mon expérience, l'expérience que je tire de mes coachings et également des formations que j'ai pu suivre. Mais je ne prétends en aucun cas connaître la recette miracle ou une vérité absolue qui te fera progresser au squat. Simplement, je t'amène à la réflexion et je t'aide à trouver des axes d'amélioration, d'optimisation que tu pourras essayer de mettre en place. Alors la première chose que je vais trouver important, moi, pour avoir un bon squat et performer sur ces entraînements, au niveau du squat, ça va être l'échauffement. L'échauffement, ça passe forcément par un échauffement cardiovasculaire au début, qui va permettre d'augmenter la température corporelle et venir mettre le corps dans de bonnes conditions pour pouvoir effectuer la suite des montées en gamme, etc. Moi, ce que j'aime bien proposer à mes athlètes, et ce que je fais également à chaque séance squat, et je le fais également sur les autres exercices, mais d'une manière un peu différente, sur le squat, d'abord, je viens échauffer toutes mes articulations, que ce soit la colonne, coude, épaules, cheville, genoux, hanches, etc., cou. Et ensuite, je viens effectuer quelque chose d'un peu plus spécifique, quelque chose qui va me rapprocher de mon pattern de squat. Donc pour ça, je vais essayer d'engager des fonctions biomécaniques qui sont engagées sur mon squat. Pour ça, j'aime bien faire du gobelet squat, qui va venir me rapprocher un peu de ma position, parce que je suis relativement droit. Je fais également du RDL à la barre, en unilatéral, pour essayer d'engager ma hanche. Et c'est ce qui me fait me sentir bien. Donc c'est souvent ce que je conseille, quelque chose d'important pour performer sur son squat. Ok, alors une deuxième chose importante, et qui poursuit en quelque sorte l'échauffement, ça va être la gamme montante. Faut pas que celle-ci soit trop longue, dans le sens où on veut préserver au maximum notre énergie pour le top 7. Mais faut pas que celle-ci soit bâclée non plus. On veut préparer le corps à cet effort intense, le top 7, et relativement à la charge que vous allez mettre, moi je conseille entre 3 et 5 séries. Sur une journée où vous allez faire un squat secondaire à 50, 60, 70% de votre max, on va dire, moi je conseille 3 séries d'échauffement. Par exemple là je vais monter à 160 kg, c'est quelque chose de relativement léger pour moi, donc je vais me contenter de faire 3 séries d'échauffement, une à 70, une à 120, une à 145, et donc le top 7 à 160. Mais bien sûr, si je venais tenter un max, aller chercher 210, 215 ou 220 par exemple, je viendrais faire 5 séries d'échauffement, par exemple avec 70, 120, 170, 195, probablement une 205 en dernière barre de chauffe. Une chose que je trouve intéressante également, et que je mets en place aujourd'hui, je ne le mets pas en place sur tous mes lifts et sur tous les jours où je lift, et là mon coach m'a programmé ça, c'est la montée en gamme ramp up, ce qui permet de répéter avant de faire sa série. Ce que je veux dire plus précisément, c'est que pour ceux qui débutent ou ceux qui viennent d'incorporer des changements techniques dans leur squat, le format ramp up sur la gamme montante permet vraiment de se focus dès la première série d'échauffement, qu'elle soit à vide, à 70. Ça permet vraiment de se focus dessus, la mettre en place dès les premières séries d'échauffement et potentiellement avoir plus de chances de pouvoir la répéter sur le top 7. Donc moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Alors c'est pas quelque chose que je mettrai en place sur toutes les séries, dans le sens où, par exemple sur un RPE 8, 9, sur une semaine où on va venir chercher une série avec un gros volume, je trouve que parfois ça fait un peu beaucoup, dans le sens où on se retrouve à faire 20, 30 répétitions parfois, selon le nombre de répétitions par série, avant de faire sa série effective. Et pour le coup, pour moi, ça peut être un peu contre-productif sur une série où on va chercher beaucoup d'intensité et beaucoup de volume, parce qu'on va créer beaucoup de fatigue avant le top 7 tout simplement. Et là, par exemple, moi j'ai un triplé RPE 7 à 160 en 2 secondes posées. Et pour le coup, je fais 3 séries d'échauffement, 3 séries ramp-up, donc à chaque fois je fais mes 3 répétitions, et ça me permet de me sentir bien. Je me sens vraiment bien en place, et c'est le principal.
Alors voilà, je viens de finir mes 3 séries de ramp-up, d'échauffement. Et avant de faire le top 7, je voudrais juste clôturer cette explication sur l'échauffement par l'utilisation de l'équipement, genouillère, ceinture, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, je dis pas que c'est applicable à tout le monde et il y en a qui se sentent mieux en commençant avec l'équipement. Moi, j'aime bien faire ma première, voire ma deuxième warm-up avec sans matériel. Pourquoi? Parce que je me sens mieux dans le sens où je viens créer des stabilités par moi-même et pas simplement me reposer sur mes genouillères ou ma ceinture. Donc, ça me force à vraiment me focus sur la capacité que j'ai à brace, rigidifier mon tronc, ancrer mes hanches, venir descendre progressivement avec ma flexion de cheville et ma flexion de genou également. Donc voilà, c'est quelque chose qui me met bien en condition. J'enchaîne sur le fait qu'il faut pas copier la technique de manière arbitraire, sans trop réfléchir, la technique des meilleurs powerlifters du monde. Je vois beaucoup de personnes, par exemple, qui se disent « Ok, la plupart des meilleurs powerlifters ont tendance à squatter avec le buste totalement penché, les jambes bien écartées, etc. » Pour le coup, c'est pas adapté à tout le monde. Moi, j'ai jamais été fort dans cette position-là, et je le serai probablement jamais. En tout cas, moins que la technique que j'emploie aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, la technique, moi, qui me convient, c'est avec les jambes un peu plus rapprochées, un pattern davantage proche d'un squat high bar, peut-être que d'un squat low bar. Et d'ailleurs, ça, je le vois, et je vais sans doute pas mal comparer mon squat à celui d'un de mes athlètes, Thomas, durant cette vidéo, pour vous mettre en image un peu les changements techniques qu'on peut effectuer en fonction de la morphologie de quelqu'un. Moi, de mon côté, j'ai plutôt une morphotype qui va me tendre vers un squat high bar. J'ai un buste relativement long, des jambes relativement courtes à proportion, et au contraire, mon athlète Thomas, lui, a des jambes relativement longues et un buste relativement court. Pourtant, on fait la même taille. Et pourtant, lui, en quelques mois, là, il a explosé ses performances en faisant quoi? En élargissant sa stance de pied. Alors que moi, j'ai une stance relativement serrée. On fait la même taille, encore une fois, mais on n'est pas fait de la même manière. Et je pense que c'est ce qui lui a permis de beaucoup évoluer et ce qui m'a permis également de beaucoup évoluer au squat. Autre chose, c'est l'inclinaison du buste. Il avait tendance à squat de manière exagérée avec le buste penché. Dès son dérac, il se retrouvait totalement fléchi. C'est quelque chose qui lui correspond en quelque sorte, puisqu'il est encore relativement fléchi, mais on est venu travailler là-dessus, puisqu'il avait tendance à en faire trop, à vouloir trop se pencher, et pour le coup, ça lui correspondait pas totalement. Moi, je suis relativement droit, encore une fois. Donc voilà, le placement des pieds, l'inclinaison du buste, c'est des facteurs qui peuvent être impactants pour votre squat, selon votre morphologie. À vous de trouver ensuite ce qui vous convient. Alors bien sûr, il y a également la position de la barre dans le dos, qui doit être adaptée justement à votre squat, à l'inclinaison de votre buste, puisqu'en général, quelqu'un qui sera très incliné n'aura pas une barre très haute dans le dos. Maintenant, reste à trouver, vous, la position qui vous convient. Moi, je sais que sur les deltoïdes postérieurs, une position relativement mid/low bar, on va dire, me permet de me sentir bien équilibré, c'est le plus important. D'ailleurs, une chose qui vous permet de savoir si votre barre est bien positionnée et si vous êtes bien dans l'axe de gravité, c'est de savoir si, au moment où vous descendez, vous avez tendance à totalement partir sur l'arrière avec le poids sur les talons ou complètement l'inverse, partir avec tout votre poids sur vos orteils. C'est important de trouver le bon équilibre. Et la position de la barre également dans le dos a de l'importance par rapport à ça. On ne peut pas forcément avoir une barre très haute lorsqu'on vient complètement incliner son buste. À vous de trouver la position qui vous convient et qui vous permet de vous sentir bien, vous sentir fort et vous sentir équilibré dès votre position de départ. Quelque chose qui est important aussi, qu'on peut appeler le mid-foot en quelque sorte, c'est le fait d'avoir sur sa position de départ une position qui vous permet d'être stable, ne pas sentir que tout votre poids est sur vos talons ou sur vos orteils. Ça risque déjà de vous déséquilibrer durant votre descente et tout simplement vous faire contre-performer. Allez, sur ce, je vais faire mon top 7. Quelque chose également, qui selon moi, il ne faut pas négliger, c'est le mindset à l'approche de ta série. Notamment sur un mouvement comme le squat.
Beaucoup de personnes ont tendance à appréhender leur série, ont tendance à appréhender l'échec, dans le sens où ça peut être un mouvement impressionnant. On a des charges importantes sur le dos et on se sent peut-être pas forcément toujours capable, ou en tout cas pas forcément dans son meilleur jour. Et ça arrive. Maintenant, je pense qu'avant sa série, il faut essayer de déconnecter un peu le cerveau, rester focus sur ce qu'on a mis en application sur les séries d'échauffement, sur les semaines précédentes, mais avoir cette mentalité vraiment de vouloir exploser la barre, de dire avant la série, ok, ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. S'en persuader, ça permet de se mettre dans un mindset où l'échec n'est plus une éventualité, ça met en confiance déjà, et en plus de ça, pendant la série, ça permet d'éviter les périodes de doute. Il peut arriver de se sentir un peu ballonné, un peu comme moi aujourd'hui, de se sentir pas forcément bien en bas du mouvement, dans le sens où tu sens que tu as le ventre un peu plus gonflé que d'habitude, tu es moins rigide. C'est comme ça que je me sentis aujourd'hui en tout cas. Mais en tout cas, en enchaînant mes répétitions, je me suis vraiment focus sur le fait de, ok, c'est une charge que je maîtrise. Si mon coach me l'a programmé, c'est que j'en suis capable. Quel que soit le jour en plus, dans le sens où c'était une série à faible intensité, donc je me suis persuadé que j'allais le réussir forcément, et en plus de ça que j'allais bien le faire. Je me suis vraiment appliqué sur le tempo qui m'est imposé par mon coach, à savoir 2 secondes en bas, et au final c'est passé. Et c'est ce que je conseille à tous mes athlètes, c'est vraiment de se répéter dans leur tête avant la série, ok, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Si c'est là, si c'est programmé, c'est que c'est possible, clairement. Outre ça, pour ceux qui se demandent, squat en chaussettes, c'est pas la meilleure idée du monde. Et c'est pas un miracle. Au début, j'avais mis ça. Le problème, c'est que je glisse avec. J'ai l'impression de plus glisser qu'avec mes chaussettes, dans le sens où je pense qu'elles sont un peu trop petites. Et j'ai l'impression de pas avoir la totalité de la surface de mon pied au sol. Et tout simplement, elles s'agrippent pas assez au sol. Je suis dans une salle indépendante là en Australie qui est un peu plus axée body, j'ai l'impression. Il n'y a pas forcément beaucoup de matériel pour les power. En tout cas, pas spécifiquement pour le power. Et le sol, de manière générale, où sont positionnés les racks, à savoir ici, là, devant moi, le sol est relativement glissant. C'est un genre de marbre à moitié, là. Et là-bas, derrière moi, il y a un autre rack, mais sur du parquet. Et du parquet vraiment d'appartement, quoi. Donc, c'est pas terrible, mais bon, encore une fois, il faut pas se chercher d'excuses, il faut faire ses séries quand même. Chose importante aussi, le dérac. Le dérac, et j'ai envie de dire, tout ce qui se passe avant votre lift, pour compléter un peu ce que je disais au niveau du mindset, faut essayer de garder le même rituel à chaque fois. Si, sur votre dérac, le lundi, sur votre squat primaire par exemple, vous avez tendance à faire 3 pas pour vous mettre en place, et que sur votre squat du jeudi, vous en faites 4, sur votre squat du samedi, vous en faites 5, vous pouvez pas standardiser vos séries et savoir en réalité ce qui est bon pour vous. Au niveau du dérac, moi j'essaye de faire entre 3 et 4 pas maximum, tout simplement parce que si je prends trop de temps à stabiliser la barre, j'ai tendance à perdre de l'énergie, et ça c'est le cas de tout le monde. Si tu mets trop de temps à partir sur ton lift, tu vas forcément perdre un peu d'énergie. C'est parti pour les back-off. J'ai un 3x8 à 137,5. Alors pour poursuivre un peu, j'aimerais ajouter que même si vos séries sont pas forcément très agréables et vous donnent pas envie de vous défoncer, ce qui est compréhensible quand on a un squat high bar full row par exemple, où là même moi j'ai un 3x8 qui est pas forcément des plus agréables, et ben faut quand même le faire à 100%. Et quand je vous dis 100%, je vous dis pas simplement de venir le faire avec intention ou juste de crier sous la barre et de pousser le plus fort possible, mais c'est également de mettre en application les conseils techniques que vous donne votre coach ou les axes d'amélioration que vous avez identifiés. Moi par exemple, par le passé, j'avais tendance à vouloir engager ma hanche de manière vraiment très forte dès le début de mon mouvement, et mon coach m'a dit qu'il fallait mieux que j'essaye de me concentrer sur le fait d'être bien équilibré avant de commencer à squat. Et c'est ce que je mets en application sur chacune de mes séries.
Et sur chacune de mes répétitions, sur mes 8 reps sur mes back-off, sur les 8, je me concentre sur le fait de descendre en étant équilibré. Et dès le début, dès les 3 premiers centimètres de la descente, au niveau de mes pieds, il faut que j'égalise la répartition du poids. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de progresser sur mon squat, techniquement, et probablement plus tard, je pourrais aller chercher de plus grosses barres sur mon squat, tout simplement. Une chose également qui peut vous faire beaucoup progresser au niveau du squat, et je pense que vous attendez le fait que j'en parle, c'est les variations. Comme je viens de le dire, un squat high bar full row ne vous apportera pas les mêmes bénéfices qu'un squat comp full équipé. Ça va vous obliger à mettre en place des adaptations physiques, mais également mentales. Ça va vous permettre d'enregistrer le mouvement, d'essayer de le comprendre un peu mieux. Ça va être un mouvement différent, mais en tout cas qui va vous apporter sur votre mouvement de compétition. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors moi, ce que j'aime bien programmer à mes athlètes, et c'est ce que me met en place mon coach, des squats tempo avec des descentes contrôlées, des squats tempo avec des pauses en bas, voire les deux du coup, tempo descente, pause en bas, des squats full row, une position de la barre légèrement différente, parfois ça peut aider. Moi, ayant tendance par le passé à trop envoyer les hanches vers l'arrière, comme je vous le disais, un squat high bar m'a permis d'essayer de me rendre compte du fait que je suis bien équilibré quand je commence à descendre avec les genoux un peu plus sur l'avant dès le début. C'est des choses qui permettent de créer des adaptations sans forcément y penser parfois, et également des fois pouvoir travailler tout simplement de manière plus précise un axe technique qui a été identifié lui. Donc voilà, des variations qui peuvent vraiment être intéressantes, le squat tempo, le squat pause, le squat full row. Mais alors bien sûr, il n'y a pas que cela, et chaque choix doit être adapté à la pratique du pratiquant, doit être adapté aux objectifs et aux axes d'amélioration technique qui ont été identifiés. Pour finir, j'aimerais aborder le sujet du volume, l'intensité et la récupération. Parce que oui, la force athlétique, c'est un sport énergivore, très clairement. Un sport où on met beaucoup d'intensité, où on s'entraîne dur, plusieurs fois par semaine. Mais clairement, c'est pas normal de se sentir KO au quotidien, de devoir prendre 400 mg de caféine pour aller faire son squat, pour aller faire son SBD. Clairement, ça c'est pas normal. Et c'est à vous et à votre coach de trouver la tranche de volume, la capacité de volume que vous avez pour trouver celle qui vous convient, celle où vous vous sentez bien dans votre quotidien ensuite et qui vous permet de progresser sur le long terme. C'est pareil pour l'intensité. Il y en a qui vont pouvoir tanker des RPE8 chaque semaine. Il y en a d'autres pour qui ça va être beaucoup plus compliqué. Ils vont avoir besoin d'un peu plus de progressivité dans leur programmation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à moduler en fonction de vous. Même chose pour la récupération. Moi, je sais qu'entre chaque squat, j'ai besoin d'au moins, on va dire, 2 jours de récupération. Et pour le coup, grâce à ça, je me sens bien sur chacun de mes squats. Je me sens jamais réellement incapable de faire mon squat parce que j'ai trop de courbatures, parce que je suis complètement claqué, etc. Et j'ai pas besoin de prendre de la caféine tous les jours. Donc voilà, c'est des facteurs qu'il faut vraiment adapter en fonction de comment vous vous sentez, en fonction aussi également de vos objectifs forcément, et quelque chose de modulable. Et il n'y a pas une quantité de volume optimale de manière générale pour tout le monde qui fera progresser tout le monde. C'est à chacun de trouver ce qui lui convient et ce qui le fait progresser tout simplement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu des sujets importants que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo. Je vais faire de plus en plus de contenu, je pense, YouTube, déjà parce que ça me plaît, ça me permet d'être un peu plus libre dans ce que je dis, pouvoir développer mes idées et tout simplement partager encore un peu plus de détails que sur Instagram où on est un peu limité en termes de temps. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je vais essayer de faire de plus en plus de contenu comme je vous l'ai dit. Et puis, si vous êtes intéressé par mon service de coaching, que vous voulez en savoir plus sur la manière dont je peux vous aider à vous faire progresser sur le squat, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, le lien de mon Instagram est dans la bio. Et sur ce, ciao!